Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Finances publiques, la RDC bascule bientôt vers le budget programme. C'est quoi le budget programme? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aussi aujourd'hui dans cette émission Monsieur Bienvenu Birindois, qui est expert en développement et suivi des performances des politiques publiques au ministère du Budget. Monsieur Birindois, bonjour. Bonjour. Il n'est pas seul, nous avons également dans ce studio Monsieur Grévis Ntezolo, qui est également expert en développement et suivi des performances des politiques publiques au ministère du Budget. Monsieur Ntezolo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations. Le standard est déjà ouvert. Composez le 086 341 28 71. 086 341 28 71. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Esther Mamboté, David Moussangou, Paul Badianyama, Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous. Oh Capi, oh, La République démocratique du Congo est appelée à instaurer une gestion moderne des finances publiques. D'ici janvier 2028, le pays doit basculer du budget des moyens au budget programme, selon les prescrits de la loi relative aux finances publiques. Ces dernières apportent des innovations, parmi lesquelles la logique des résultats aux moyens du budget programme. Chaque gestionnaire public qui bénéficie de l'argent de l'État sera désormais soumis à l'obligation des résultats. Par ailleurs, ce nouveau mode de gestion budgétaire introduit des nouveaux acteurs et des nouvelles pratiques dans la gestion budgétaire. Est-ce que le pays est prêt pour cette migration vers le budget programme? Quels sont les préalables? Quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir les insuffisances de budget moyen? Eh bien, on en discute aujourd'hui avec nos invités que je venais de présenter tout à l'heure. Monsieur Bienvenu Birindois est avec nous dans ces studios, ainsi que Monsieur Grévis Ntezolo. Et tous les deux, comme je l'ai annoncé, ils sont experts en développement et suivi des performances des politiques publiques au ministère du Budget. Monsieur Birindois, la première question est de savoir c'est quoi le budget programme? Merci pour la question. Le budget programme, c'est un budget qui est axé sur les résultats. Ça veut dire le fonds que le gouvernement vous alloue, c'est pour produire des résultats viables, palpables et très visibles, contrairement au budget moyen qui était dans le passé. Le budget moyen où on mettait juste l'accent sur la dotation des services de crédit. On vous donne des crédits, mais on n'attend pas assez de résultats auprès de vous. Mais le budget programme, quant à lui, on vous affecte de moyens et vous donnez des résultats après avoir réalisé les activités ou les actions que le gouvernement vous a confiées. D'accord. Monsieur Ntezolo, pourquoi cette innovation aujourd'hui? Pourquoi on veut migrer du budget de moyens au budget programme? Alors, je crois que vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que les budgets programmes est l'une des innovations majeures de la loi relative aux finances publiques. La loi de 2011. Effectivement, la loi de 2011 relative aux finances publiques, connue sous les initiales LOFIP. Et qui a été révisée en 2013. Effectivement, cette loi qui a été, pas en 2013, en 2023. Pardon, oui, d'accord. En 2023. Et donc cette loi a notamment induit un certain nombre de nouveautés, parmi lesquelles, je l'ai dit, le budget programme. Le budget programme qui est une pratique moderne de la gestion de finances publiques. Et cette pratique est notamment inspirée de pays de l'OCDE, qui ont, on va le dire comme ça, qui sont précurseurs dans la gestion budgétaire en mode programme. Et donc le pays, la RDC, avait souhaité effectivement s'aligner derrière le bon pratique, derrière les standards internationaux en matière de gestion de finances publiques, d'où l'intérêt, sinon la pertinence du budget programme tel que introduit par la loi relative aux finances publiques. Et pourquoi ça a pris beaucoup de temps comme ça, depuis 2023 jusqu'au jour, ça sera implémenté en 2028. 2028. Pourquoi tout ce temps-là? Alors, ce qu'il convient de noter, c'est que déjà,
au moment de la promulgation de la loi relative aux finances publiques, donc la LOFIP en 2011, ces textes prévoyaient l'application de certaines dispositions 7 ans après, notamment les dispositions relatives au budget programme. Parce qu'effectivement, partant d'expériences de pays qui ont migré vers le budget programme avant nous, notamment la France, nous avons inscrit au niveau de la loi relative aux finances publiques cette progressivité dans la mise en œuvre du budget programme. Donc, en principe, les pays devaient basculer en pratiquement en 2018, effectivement, mais compte tenu de certains préalables d'ordre technique qui n'ont pas été réunis au moment de la bascule initialement prévue, le gouvernement congolais avait sollicité dans un premier temps un premier moratoire qui a repoussé donc l'échéance de la bascule vers le budget programme en 2024. Et en 2024, fort malheureusement, ces préalables persistaient, n'étaient toujours pas encore réunis sur le plan technique. Oui. Le gouvernement avait sollicité à nouveau un second moratoire, donc le moratoire qui est en vigueur, qui a repoussé encore une fois l'échéance de la bascule vers 2028. Et au moment où nous parlons, le gouvernement met tout en œuvre effectivement pour que cette échéance soit respectée. Voilà. Bien, un auditeur, M. Louemboué, nous a écrit depuis Kolwezi, parlant du deuxième... il dit ceci: nous revenons sur la problématique de la compétence et du savoir-faire pour atteindre les objectifs, autrement dit les résultats. Nous pensons qu'avant de vouloir pouvoir exiger un résultat après décaissement des fonds pour une entreprise, il faudrait en préliminaire s'assurer de la compétence, la comptabilité, les savoir-faire des gestionnaires à leurs fonctions, car malheureusement nous avons une mauvaise politique dans notre pays, celle de ne se limiter qu'à la confiance faite au diplôme, fermant les yeux sur la compétence, l'intelligence et les savoir-faire des responsables des entreprises publiques. Voilà, ça c'est la réaction de M. Jeannot Louemboué depuis Kolwezi. M. Birindoa. Merci pour la question, M. Jeannot. Ici, il n'est pas question de se fier au diplôme ou au nom ou à autre chose. Mais ici, il s'agit d'abord de mettre en place, de mettre en priorité le politique public que le gouvernement doit financer. Ce n'est pas parce que vous venez avec un projet que directement il doit être financé. Non. On doit d'abord voir est-ce que votre projet s'inscrit dans les priorités de l'État et quels sont, par exemple, les indicateurs qui montrent réellement que ce que vous allez mettre en œuvre va concourir à la réalisation des attentes du gouvernement. Et ce système-là qui était juste vous postuler ou on vous donne des crédits, non. Le budget programme vient voir qu'est-ce que vous allez produire. Ce que vous allez produire, est-ce que c'est vraiment bien visible? Est-ce que c'est préalablement bien défini pour qu'on puisse vous donner cette chance d'exécuter ce projet? Et quelles sont les structures qui reçoivent le financement de l'État? D'abord, il faut dire que l'État donne les allocations budgétaires à ses ministères, aux budgets annexes et aux comptes d'affectation spéciale. Et au-delà de ça, il y a des entreprises, bien évidemment, de l'État qui ont cette charge de contribuer à la mission, à contribuer à cette mission du gouvernement. Et d'où ces entreprises, lorsqu'ils émanent de ministères qui reçoivent ces allocations, ils ont aussi le droit de recevoir ces allocations pour réaliser cette politique ou cette partie de la politique publique. Donc désormais, chaque ministère qui reçoit par exemple le financement de l'État à la fin de l'exercice doit présenter des résultats. Bien entendu, parce que chaque projet que vous portez, chaque programme que vous portez doit avoir des indicateurs de performance qui doivent être mesurables et qui doivent être bien définis dans l'État. Il ne signifie pas seulement d'écrire un projet, mais on doit savoir ce projet, il vise quoi, il va réaliser, quels résultats on va avoir, à quelle échéance. Et au-delà même de l'échéance, on doit aussi savoir est-ce que vous avez des compétences nécessaires pour réaliser ce projet ou cette politique publique. Voilà. On va accueillir M. Sylvain depuis Alituri. Sylvain, bonjour. Monsieur Sylvain, vous êtes à Alituri, bonjour. Bonjour, aujourd'hui, je salue tous les invités qui sont au studio. On vous écoute, M. Agenoa. Bien. Moi, je pense qu'il faut d'abord poser les débats.
Parce que lorsque je suis les deux invités, ils sont entrés directement dans la matière. Pourtant, moi, je suppose que les auditeurs veulent comprendre ce que c'est le budget programme par rapport au budget traditionnel que nous étions en train d'utiliser. Mais c'est aujourd'hui, avec tous les auditeurs qui nous écoutent, le budget programme, c'est un budget dont les dépenses sont axées sur le résultat. Ça, c'est de un comme caractéristique. Deuxième chose, c'est un budget qui surpasse les compétences des ministères au profit des objectifs gouvernementaux à réaliser dans les soucis de satisfaire les besoins profonds des populations. Puisqu'on estime que les budgets traditionnels que nous étions en train d'utiliser depuis là, c'est que nos amis au studio appellent les budgets de moyens et de dépenses, il faut ajouter ça. Parce que c'est une question de finances publiques et non pas de développement rural. Les experts vous le diront. En fait, c'est un budget qui impose les principes, ça c'est le troisième avantage, les principes de gouvernance politique axés sur les résultats. Le ministère de l'urbanisme doit, je donne un exemple, doit organiser l'urbanisation de la République démocratique du Congo d'ici 20 ans. Et c'est là où intervient la notion, j'espère que nos amis qui sont au studio le savent très bien, la notion du DPPD, ça veut dire les documents de programmation pluriannuelle des dépenses, que la France, le Sénégal aujourd'hui sont en train de faire, d'autres pays qui sont aujourd'hui développés, qui pourchassent les objectifs. N'oubliez pas que nous sommes dans les ODD, les objectifs de développement durable. Et c'est comme ça, les budgets des États doivent aussi s'adapter à ces réalités-là et non pas se cramponner sur des dépenses localement identifiées. Parce que nous sommes dans cette compétition mondiale. Merci beaucoup, monsieur. Je vais terminer par quelque chose, monsieur Jody. Oui. Oui, monsieur Agenora. Je vais terminer par quelque chose. Ici, il faut noter avec déception, c'est que beaucoup de pays africains qui ont migré vers le budget programme, malheureusement, oublié par la mauvaise gouvernance, comme il le faisait avec le budget traditionnel, le budget des moyens et des dépenses. Donc, je souhaite que nos amis, tout au long de cette émission, puissent relever les défis de la gouvernance avec la gouvernance de la cité avec les modèles de budget assiette, avec ces budgets programmes qui imposent la discipline, la rigueur, le résultat, dans ce que le gouvernement doit apporter et qui doit minimiser les dépenses d'administration au profit des dépenses d'investissement. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Agenora, depuis la ville de Bunia. Nous parlons de finances publiques. La RDC bascule bientôt vers le budget programme. On en parle avec nos invités. Monsieur Ntezolo, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la réaction de monsieur Agenora? Bon, déjà, malheureusement, je n'ai pas suivi toute son intervention parce que apparemment mon casque n'était pas bien mis en place. D'accord. Monsieur Birinda peut peut-être répondre avant et puis vous allez revenir. Monsieur Birinda, vous écoutez. Oui, ce que je retiens de l'intervention de notre confrère que je salue beaucoup, c'est qu'il essaie de nous montrer les avantages que le budget programme va nous apporter. Ici, il est question de souligner que parmi les innovations que le budget programme amène, il y a cette question de redevabilité, que chaque personne, comme vous l'avez dit dans l'introduction, chaque personne qui reçoit le fonds de l'État doit donner des résultats palpables, visibles, et il doit être évalué sur base de ce qu'il a fait. Donc ici, chaque personne qui est aux commandes, qui est en train d'exécuter
les actions publiques à travers des projets financés par le gouvernement est censé vraiment avoir cette responsabilité au fond de lui, sachant que je dois produire des effets qui doivent aider le pays à aller de l'avant. Alors, cette redevabilité que chaque acteur qui mène les actions publiques est appelé à faire, c'est parmi les grandes innovations que le budget programme vient de nous apporter. C'est vrai, nous sommes en train de quitter le budget des moyens. C'est exactement à cause de ce genre de défis et ce genre de mauvaise gestion ou gouvernance qui ont fait que le pays n'avançait pas. Et voilà que nous sommes vraiment sur la route vers le développement de notre pays à travers le budget programme. Monsieur Ntezolo. Alors, je pense que pour avoir suivi une partie de l'intervention du monsieur qui a appelé, où il dit qu'effectivement le budget programme ne doit pas être compris ici également comme une panacée, comme une solution miracle, parce que même les pays qui ont d'ores et déjà migré vers le budget programme, l'on constate qu'il y a un certain nombre de défis qui méritent d'être relevés à ces jours. Effectivement, il a raison, je suis d'accord avec lui, et c'est comme ça que nous avons l'habitude de dire, en fait, le budget programme, au-delà de tout, c'est d'abord un mode de budgétisation, en fait. Ça veut dire que c'est une approche budgétaire où on va, comme ça a été rappelé ici, allouer de ressources au service de l'État, censé mettre en œuvre le politique publique, mais ces allocations sont accompagnées effectivement d'objectifs à atteindre, voyez-vous. Et maintenant, les défis sont certes là, mais la vérité c'est que le budget programme, contrairement au budget traditionnel, nous permet d'avoir une forme de bonne gouvernance, parce que déjà ça va renforcer la transparence dans la manière de gérer les deniers publics. Au-delà de tout, c'est que ça va notamment enrichir l'information budgétaire mise à la disposition de parlementaires qui représentent le peuple. Parce que désormais, le budget, lorsque le projet de loi des finances, avec toutes ses annexes, sont déposés au niveau du Parlement, effectivement, le projet de loi des finances est accompagné d'un document majeur qu'on va appeler le projet annuel de performance. En fait, ça veut dire quoi ? Le projet annuel de performance, c'est tout simplement des indicateurs, un document dans lequel on va renseigner les cibles de résultats à atteindre par le gestionnaire public qui bénéficie de fonds de l'État. Et au moment du contrôle a posteriori du Parlement, lorsque les gouvernements viennent déposer la loi de reddition des comptes qui rend compte de l'exécution de budget, le Parlement a la possibilité effectivement de s'assurer que les cibles de résultats qui avaient été déclarées au moment du dépôt du projet de loi des finances ont été atteints ou pas. Et s'ils n'ont pas été atteints, quels sont les facteurs qui expliquent effectivement les résultats tels que atteints ou pas. Et est-ce qu'il y aura des audits Et effectivement, donc ces éléments vont être coulés dans un document qui va accompagner la loi de reddition de comptes. Et ces documents, on va l'appeler le rapport annuel de performance. Donc si les projets annuels de performance va déclarer des cibles de résultats, chaque ministre sectoriel va déclarer les cibles de résultats à atteindre, le rapport annuel de performance viendra rendre compte de résultats des résultats déclarés dans le cadre du projet annuel de performance. Maintenant, en parlant d'audit, effectivement, comme je le disais, le budget programme renforce l'information budgétaire mise à la disposition du Parlement. Le Parlement, désormais, a la possibilité, puisqu'il sait quels sont les objectifs qui devaient être atteints par le gouvernement, eh bien, il a la possibilité, au moment de l'examen de résultats de l'exercice clos, de vérifier si ces résultats ont été atteints ou pas. Mais aussi, il y a la Cour de compte qui est appelée effectivement à faire ce qu'on appelle l'audit de programme. Ça veut dire qu'après l'exécution de programmes budgétaires par le gouvernement, la Cour de compte peut être mise à contribution pour pouvoir faire l'audit de programme, pour s'assurer effectivement de la bonne exécution
de programmes budgétaires en conformité avec les objectifs qui ont été initialement prévus. Et si on constate que la Cour des comptes constate qu'il y a eu dilapidation des fonds, les objectifs n'ont pas été atteints, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, M. Birindois? Il faut retenir que lorsque la Cour des comptes vient faire des évaluations et trouve que vous n'avez pas répondu aux obligations et exigences que vous êtes fixées, évidemment, il y a des sanctions qui doivent se suivre. Vous devez être responsable de vos actes. Et c'est là que cette notion de responsabilité nous revient nous tous. Ce n'est pas parce qu'on vous affecte de moyens que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc, les collègues venaient de le dire. Nous avons dans un document appelé projet annuel de performance où on va mentionner les priorités par ministère ou par secteur et vous donnez des cibles à atteindre au cours des années. Et lorsque vous n'atteignez pas votre cible, évidemment, la Cour des comptes doit s'occuper de vous pour répondre. On va vous traduire devant les tribunaux financiers. Évidemment, vous devez répondre de vos actes. Oui. Oui, monsieur Ntezolo. Alors, je voulais quand même particulièrement rebondir sur cette question de responsabilité parce que c'est important. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget programme induit un certain nombre de mutations dans la pratique budgétaire, ou sinon dans le pratique budgétaire. Et parmi ces mutations, c'est notamment le fait que le budget programme va introduire dans l'exécution de la dépense un certain nombre de nouveaux acteurs, parmi lesquels nous aurons par exemple le responsable de programme, le responsable d'action et le responsable d'unité opérationnelle. Alors, ces acteurs doivent être, le rôle de ces acteurs doit être apprécié sous deux casquettes. Dans un premier temps, les nouveaux acteurs qu'introduit le budget programme deviennent ce qu'on appelle des ordonnateurs principaux délégués du ministre, parce que l'occasion est là de rappeler que dans le cadre du budget programme, il y a ce qu'on appelle la déconcentration de l'ordonnancement, c'est-à-dire que le ministre qui est comptable de son secteur va, pour exécuter les dépenses liées à son secteur, conférer son pouvoir d'ordonnateur à un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels le responsable du programme et tous ces gens que je viens de citer. Et de ce point de vue-là, lorsqu'ils deviennent ordonnateurs principaux délégués, ils rendent compte devant la Cour de compte de l'exécution de la dépense à leur niveau. Ils ne rendent pas compte au ministre? Bien, effectivement, le ministre, ils rendent compte au ministre dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue de gestion, parce que je l'ai dit, c'est le ministre qui est comptable de résultats du secteur, puisque les programmes dépendent du ministère. Mais je dis d'un point de vue de l'exécution de la dépense, parce qu'ils seront désormais ordonnateurs principaux délégués, à qui le ministre aura dûment conféré le pouvoir d'ordonnateur, effectivement, parce qu'il y aura une délégation de pouvoir qui sera faite sur papier. Oui. Ces ordonnateurs délégués vont rendre compte effectivement de l'exécution de la dépense devant la Cour de compte. Ça, c'est au niveau de l'exécution de la dépense. Ils vont rendre compte notamment de la régularité, de la légalité des dépenses qu'ils auront à leur niveau effectivement exécutées. Maintenant, il y a une autre casquette, c'est que ces acteurs, au-delà d'être les acteurs de l'exécution de la dépense, ils seront également acteurs du pilotage de la performance en fait de programmes dont ils ont la responsabilité. Et à ce titre-là, dès lors qu'il y a contre-performance, la sanction, elle, va être d'abord, la sanction va être d'abord administrative. Ça veut dire que un acteur qui aurait été placé à la tête d'un programme, qui a bénéficié de toutes les allocations budgétaires pour atteindre le résultat, mais qui n'a pas atteint le résultat escompté, effectivement, la sanction peut être effectivement... Mais l'argent a été utilisé. Oui, l'argent a été utilisé. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Pour ce qui est de l'exécution de la dépense, ils rendent compte devant la Cour de compte. Comment on a utilisé l'argent? Est-ce que l'argent a été utilisé conformément à l'objet initial de la dépense? Voyez-vous? Parce qu'on parle ici du principe de spécialité de crédit budgétaire. Mais pour ce qui est de la performance de programme budgétaire,
ces responsables vont être comptables d'abord devant le ministre qui les a placés là, mais aussi vont être comptables, comme je vous ai dit, devant le Parlement, parce que le Parlement vérifie au travers de rapports annuels de performance le résultat atteint par les différents acteurs, et c'est à ces niveaux-là sanctionner ceux qui auraient été contre-performants. Bien, on va accueillir M. Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi. 086 341 28 71. Nous parlons du budget programme. La RDC va basculer d'ici 2028. Le pays va basculer vers le budget programme. M. Jérémy Mwamba, bonjour. Oui, bonjour M. Jody, bonjour également aux invités avec vous au studio. En tout cas, nous saluons la pertinence de ce sujet combien important, surtout lorsque il s'agit de faire cette transition, donc c'est-à-dire cette mutation, voulais-je dire, allant dans les programmes, dans les budgets programmes. Certes, il faut saluer, mais ce qu'il faut attendre, je voudrais à ce que d'abord qu'on puisse au départ poser les préalables, n'est-ce pas, qui doit, n'est-ce pas, d'une part être basé, n'est-ce pas, sur la structure standard, n'est-ce pas, tout en mettant bien sûr en place des structures administratives adaptées, surtout au niveau de mode de gestion et au service des ministères. C'est là que je voudrais ici marteler à ce sujet, parce que vous savez, lorsqu'il y a un fait qui est, donc le décor qui est planté, moi je pense qu'il faut commencer par les commencements. Ça veut dire quoi? Il faut que tous ces gens qui sont affectés à ce ministère soient totalement, qu'ils signent, qu'il y ait un document dans lequel ils doivent du moins signer pour montrer qu'ils ont les obligations de pouvoir remplir une mission d'objectivité. Parce que les résultats qui doivent être attendus, ce seraient des résultats probants, des résultats éloquents. Mais qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il faut, deuxièmement, c'est ce que je voudrais dire, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle, qu'on puisse mettre des gens, parce qu'il y aura des gens, des agents. Mais le problème se pose, c'est quel type d'agents que nous avons aujourd'hui. Vous allez voir que les gens qui seront affectés, ce ne seront que peut-être des gens qui ont des acquaintances avec les différents ministères. C'est là, nous voyons dans tous les secteurs, nous devons cesser ces habitudes-là, ces vieilles habitudes qui nous ont presque laissé à la traîne, où on doit tout le temps se focaliser sur des parentés et on oublie les compétences. C'est là qu'on va retomber dans les travers. C'est là que je voudrais dire ceci. Deuxièmement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la maîtrise des outils, n'est-ce pas, passant par la formation approfondie des agents, même administratifs, qui seront affectés là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut former ces gens. Mais les gens qu'on doit former, ce ne sont pas en plein service. Ce sont des gens au préalable qui ont de la maîtrise, qui ont des compétences adéquates pour pouvoir, n'est-ce pas, se lancer dans cette bataille qui doit peut-être, parce que ce ne sont pas de l'argent qu'on doit mettre comme ça, jeter à la poubelle, mais c'est de l'argent qui sort parfois, qui doivent servir au peuple, parce qu'au finish, il faut que le peuple congolais se retrouve. D'accord, merci M. Jérémy. Soit pour les intérêts partisans, etc. Là, le pays ne doit pas avancer. Nous risquons de stagner et rien ne peut avancer. On risque de basculer, de connaître cette mutation, mais qui ne va pas profiter à tout un peuple. Merci beaucoup M. Jérémy. M. Birindoa. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Merci beaucoup, M. Jérémy, pour cette intervention. Il vient de relever 3 éléments ici qui constituent évidemment ce que nous avons appelé le préalable qu'il fallait ou qu'il faut pour arriver à la mise en œuvre du budget programme. Le premier élément qui vient de parler, c'est la standardisation de structures, de services. Évidemment, cette standardisation est partie de la réforme de l'administration publique, où nous devrions avoir les structures standards dans chaque ministère. Et en parlant des structures standards, vous devez voir la direction des ressources humaines, la direction des finances, des affaires financières. Il devait y avoir aussi la Dantique et CETA. Alors, dans chaque ministère, ces structures, évidemment, sont déjà installées et ils sont en train de réaliser des missions qui leur ont été confiées par la fonction publique. Et d'ailleurs, ce sont eux le porteur de cette réforme de finances publiques et que nous sommes en train d'aller vers sa mise en œuvre. Il a parlé aussi de ces contrats.
Alors, il faut reconnaître que le projet annuel de performance, c'est d'abord un contrat par écrit. C'est d'abord un contrat. Parce que, et il a dit que chaque gestionnaire devait signer un document, un acte d'engagement. Évidemment, on va y arriver. D'abord, le projet annuel de performance dans lequel nous trouvons les objectifs, les cibles que vous allez atteindre, ça veut dire que c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis du gouvernement. Et cet engagement devra être, comme on dit, sanctionné par un contrat par écrit, par chaque responsable, et comme il le souhaite, chaque responsable mentionne qu'il va réaliser ces activités ou ces actions que le gouvernement venait de confier. Il a parlé de l'aspect de maîtrise des outils. Évidemment, la formation des acteurs qui doivent intervenir dans la mise en œuvre du budget programme est déjà en cours. Il y a eu récemment le recrutement de comptables publics qui ont été formés. C'est toujours dans le processus. Et chaque année, il y a des missions de renforcement des capacités et d'accompagnement technique de ministères qui ont la charge d'exécuter le budget programme d'ici là. Et chaque année, d'ailleurs, nous faisons partie de ceux-là qui accompagnent ces sectoriels dans cet accompagnement technique, ce renforcement des capacités, pour qu'ils comprennent davantage où est-ce que nous allons et pourquoi nous y allons et qu'est-ce que l'État attend. Monsieur Birindois, quels sont les avantages du budget programme? Parmi les avantages du budget programme, on ne cessera pas de les soulever, on l'avait déjà dit, il y a cette affectation des crédits à des actions qui sont concrètes. C'est plus on affecte les crédits à l'administration, mais on affecte des crédits aux priorités nationales. Ça, c'est parmi les avantages. Il y a aussi cette redevabilité. Vous avez chaque personne qui intervient a le devoir de revenir rendre compte. Et ça, c'est parmi les avantages. Mais aussi, ce que nous pouvons relever comme avantage, c'est cette transparence dans la gestion. Dans la gestion, oui. Il y a cette transparence et c'est un grand élément dans la gestion en mode de budget programme. Monsieur Blaise Saïd nous a écrit depuis Kisangani. Il dit ceci: à mon avis, le budget programme est une réforme importante qui peut améliorer la transparence, la gestion des finances publiques et l'efficacité de l'action de l'État. Toutefois, sa réussite dépendra de la formation des gestionnaires, du renforcement des mécanismes de contrôle et de la lutte contre la mauvaise gouvernance. La RDC est-elle réellement prête à appliquer le budget programme d'ici 2028? Quels mécanismes de contrôle seront mis en place pour garantir une gestion axée sur les résultats? Comment cette réforme améliorera-t-elle concrètement les services publics au profit de la population? Monsieur Ntezolo, qu'est-ce que vous pouvez dire à Blaise Saïdi d'Exangani? Alors déjà, avant de répondre à Blaise, je voudrais revenir rapidement sur les avantages du budget programme. Il faut voir les avantages aussi bien au niveau de la présentation du budget lui-même, donc du projet de loi des finances. Il faut voir les avantages au niveau de l'exécution du budget et il faut voir les avantages au niveau du contrôle du budget. Commençons par la présentation de budget. C'est que l'avantage, ou sinon les avantages du budget programme, ça va être désormais de rendre lisible la présentation du budget. Ça veut dire quoi? Avant le budget programme, dans le cadre du budget traditionnel, les budgets étaient présentés par nature de crédit, c'est-à-dire le type de crédit. On va montrer le fonctionnement, on va montrer la rémunération qu'on donne à chaque service de l'État. Mais désormais, c'est que le budget va être présenté non pas seulement par nature de crédit, mais aussi par destination de crédit. Ça veut dire qu'on va montrer on donne le fonctionnement, on donne la rémunération, on donne l'investissement, mais pour financer telle un exemple concret. Donnez-nous un exemple concret. Exactement. Je vais donner un exemple. Oui. On va dire, par exemple, on va donner une enveloppe de 100 000 à tel service, à un service, par exemple, du ministère de l'Intérieur, voyez-vous. Et dans ces 100 000, nous avons de quoi payer le fonctionnement pour le service du ministère de l'Intérieur. Nous avons de quoi payer la rémunération du personnel qui va travailler, mais nous avons de quoi également, par exemple, construire des infrastructures pour améliorer notamment, par exemple, le travail de la police. Maintenant, ça, c'est comme ça qu'on va présenter le budget suivant le mode moyen, sinon le mode traditionnel. Dans le budget programme, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous présentons tout ça et nous disons exactement que ces moyens vont servir notamment à financer la politique publique qui consiste, par exemple, à améliorer la
améliorer par exemple la qualité de service de la police. Effectivement offerte par les policiers. Et voilà comment nous allons améliorer ces services ou ces prestations de la police nationale. Voyez-vous. Donc on voit les crédits, les types de crédits qu'on va mettre à disposition d'un service, mais également la destination précise, la politique publique qui est financée par le service. Ça, c'est au niveau de la présentation. Par exemple, on a prévu d'acheter autant de jeeps pour les patrouilles, tout ça, autant de véhicules. Tout ça, ça doit être mentionné. Effectivement, nous avons prévu acheter autant de véhicules. Ces véhicules vont servir notamment à améliorer, par exemple, la patrouille au niveau de la ville. Et le fait qu'on améliore la patrouille au niveau de la ville ou qu'on accentue la patrouille au niveau de la ville, ça aura comme incidence effectivement d'améliorer effectivement la sécurité intérieure, voyez-vous. Oui. Et donc tout ça, nous le voyons dans la manière de présenter le budget. Et ça rend facile le travail des députés qui doivent s'assurer que le crédit, que chaque franc congolais qui est donné à un service va effectivement produire un résultat donné. Si par exemple c'était améliorer la sécurité dans la Tchangou, on va aller vérifier pour voir si réellement la sécurité, il y a amélioration. Maintenant, attendez, c'est ce que je disais, les mutations peuvent être observées aussi bien au niveau de la présentation de budget, de l'exécution et du contrôle. Ça, on est au niveau de la présentation. Oui. Déjà, au moment de la présentation, on va déclarer, on va faire un engagement à la performance. Birindo l'a dit, le projet annuel performance, c'est aussi une forme de contractualisation. Oui. Ça veut dire que le responsable ministériel, avec ses responsables de programme, s'engage à atteindre un niveau de performance. Alors maintenant, au moment de l'exécution, puisque il y a une exigence à la performance qui est faite aux responsables, aux gestionnaires publics, on va leur donner une forme de souplesse dans la gestion de leur crédit budgétaire, puisque l'objectif étant d'atteindre les résultats. Ça veut dire quoi? Dans l'exécution, qu'est-ce qui se passe? Désormais, comme je vous ai dit, on va faire des responsables de programme, de responsables d'action et des responsables d'unité opérationnelle, des ordonnateurs principaux délégués, de manière à leur donner cette possibilité d'avoir, comment on va dire, d'être en mesure d'exécuter directement le crédit qui doit vous concourir à l'atteinte des objectifs de programme. Ça, c'est dans l'exécution. Un instant, maintenant, si dans l'exécution, par exemple, on se rend compte que les fonds demandés ou alloués sont insuffisants par rapport aux besoins constatés sur le terrain. Voilà, c'est ce qui est intéressant et c'est pourquoi je souhaitais effectivement mettre en évidence ces mutations à tous les niveaux du cycle budgétaire, à toutes les étapes du cycle budgétaire. C'est qu'au moment de l'exécution, je l'ai dit tantôt, parce qu'on a obligé, parce qu'on fait, comment on va dire, parce qu'on exige la performance de responsables publics, on va désormais leur donner cette souplesse dans la gestion de crédit mis à leur disposition. Ça veut dire qu'en réalité, désormais, les gestionnaires publics ont ce qu'on appelle la fongibilité de crédit. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de pouvoir effectuer de redéploiement de crédit à l'intérieur d'un programme. Parce que désormais, le budget... Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un détournement? Il ne s'agit pas d'un détournement parce qu'en réalité, voyez-vous, avec le budget programme, la LOFIP, qui est notre constitution financière, dit que désormais, le budget est voté par programme. Ça veut dire qu'au niveau du Parlement, on va voter le budget par programme. Le programme qui représente un pan de politique publique. Maintenant, à l'intérieur du programme, c'est pourquoi on dit que le programme, les budgets au niveau du programme est globalisé en fait. Disons, les crédits au niveau du programme est globalisé. Ça veut dire qu'à l'intérieur du programme, on a la possibilité, et c'est la loi qui confère effectivement cette prérogative aux ordonnateurs, de pouvoir redéployer les crédits pourvu que l'objectif de résultat soit atteint. Je donne un exemple simple. Nous avons par exemple 100 000 au niveau d'un programme X. À l'intérieur du programme, nous avons plusieurs actions. Voyez-vous, nous avons action X, action Y. Oui. Nous avons atteint par exemple l'action, nous avons atteint les objectifs de l'action X. Mais il nous reste encore de crédits disponibles pour cette action-là. Par contre, les résultats de l'action Y n'ont pas encore été atteints. On peut affecter, effectivement, nous avons la possibilité de pouvoir faire le redéploiement pourvu que l'objectif soit atteint. Mais ne vous en faites pas, ces redéploiements est encadré notamment par
nos textes réglementaires, notamment le décret sur la gouvernance budgétaire. D'accord, M. Birindo, on va d'abord accueillir Taga Millet Jonathan depuis la ville de Bunia. Bonjour Taga Millet. Oui, bonjour cher Jordi et bonjour aussi aux auditeurs qui est avec vous à ce niveau des studios. Oui. Quelle est votre préoccupation? Ok, merci beaucoup. J'ai suivi les interventions des invités. Mais j'ai quelques préoccupations que je voudrais partager avec vous et avec les auditeurs. C'est que c'est bien bon de parler du budget programme, mais il est question de se poser sur comment garantir l'efficacité de ces projets, de ces budgets programmes, voulais-je dire. Oui. Alors, vous savez, l'homme malveillant reste toujours malveillant, même si on change les stratégies. Alors, je me demande, est-ce que cette réforme viendrait et tout petit peu résoudre les questions de la dilapidation, mais aussi de la gabegie financière que nos administrations publiques connaissent ces derniers temps? Vraiment, la RDC, c'est un pays caractérisé avec tous ces éléments et qui présente une très mauvaise odeur de notre administration publique. Alors, comment garantir l'efficacité du budget programme? Il est question d'abord de savoir améliorer la coordination entre les ministères ainsi que les services partenaires. Parce que on sait que tous ces programmes sont définis par les ministères et les ministères exécutent les projets à travers certains partenaires ou certaines entreprises. Alors, c'est-à-dire, il doit y avoir déjà une meilleure coordination et une meilleure collaboration entre ces deux personnes ou entre ces trois ou combien de personnes qui entrent justement dans l'exécution de ces programmes ou de ces alors, il y a aussi une question de renforcement du personnel, c'est-à-dire on peut arriver aussi à former le personnel parce que c'est déjà une réforme qui s'observe. Il doit y avoir un séminaire pour renforcer les capacités des personnels qui travaillent pour qu'ils connaissent que non, actuellement les choses ont changé. Et nous qui travaillons, nous qui exécutons, nous devons faire à toute sorte que nous puissions produire des résultats escomptés à la hauteur des attentes et à la hauteur des financements. Vraiment, mettre aussi à place des indicateurs de performance, comme ils ont dit, assurer aussi le suivi et l'évaluation, c'est très important. Nos administrations publiques, c'est un élément qui échappe à leur contrôle, c'est-à-dire la question ou la notion de suivi et évaluation. Alors ici, j'aimerais vraiment marteler sur cet aspect, parce qu'on peut financer un projet, on peut financer un projet à la hauteur de autant de millions de dollars, et l'exécution pourrait être déjà mise en place, mais il y a question de suivi et évaluation. C'est comme ça que quand on convoque les entreprises ou les DG de certaines entreprises devant la Cour des comptes, mais vous savez quand même que certains d'entre eux sont en train de bégayer. Ils ne parviennent pas à rendre un bon rapport, ils ne parviennent pas à rendre un bon compte de comment ils ont pu utiliser les dépenses. Donc l'argent a été dilapidé. Bien, justement, autrefois j'ai suivi. Oui. Merci beaucoup, Tagamile. Merci. Ça. D'accord. Merci, Tagamile Jonathan. Monsieur Birindo, à vous la parole. Monsieur Tagamile venait de poser une question et dans son développement, il a répondu à toutes les questions qu'il essayait de poser. Il a parlé comment garantir l'efficacité du budget programme. Oui. Et lui-même, il a donné toute une... il a donné les réponses. Il a donné une liste des choses qui, évidemment, aident à asseoir le budget programme dans sa mise en œuvre. Et ici, il est question de le rassurer que, évidemment, les dispositifs nécessaires pour la mise en œuvre de ces budgets programmes sont en cours et sont en train d'être implémentés par le gouvernement. Et lorsque cela sera effectif, tout ce qu'il a comme inquiétude, ça ne sera pas au rendez-vous parce qu'évidemment, tous les dispositifs sont mis en place et ont été repensés bien avant. Voilà, tous ces dispositifs ont été pensés bien avant. Nous parlons du budget programme. Finances publiques, la RDC bascule bientôt vers le budget programme. Ce sera en 2028. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Monsieur Bienvenu Birindois, expert en développement. Il est expert en développement et suivi des performances des politiques publiques au ministère du Budget. Il n'est pas seul. Nous avons également monsieur Grévis Ntezolo, 086 341 28 71.
086 341 28 71, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour intervenir dans cette émission de la vie au quotidien. Monsieur Tezolo, une réaction par rapport à ce que Jonathan vient de dire tout à l'heure. Alors, j'ai noté que Jonathan se posait un certain nombre de questions, notamment, est-ce que le budget programme viendrait résoudre le problème de la gabegie financière. Effectivement, il a parlé également de cette coordination que l'on doit retrouver dans les relations entre les administrations classiques et les entreprises, les opérateurs, les établissements publics, voire même certains opérateurs privés qui interviennent pour le compte de l'État. Je commence par la première question. Je pense que le budget programme, nous n'avons eu de cesse de les dire depuis le début de cette émission, va effectivement renforcer la transparence. La transparence, parce que de par la manière de présenter le budget, va renforcer la transparence de par les informations que l'on met à la disposition effectivement de parlementaires, qui est chaque gestionnaire doit avoir des pièces justificatives de toutes les dépenses engagées par exemple. Du Parlement qui est l'autorité budgétaire. Alors pour ce qui est de l'exécution de la dépense, oui, effectivement, ça va davantage aider à éviter la gabegie financière, à éviter effectivement tout ce la dilapidation, effectivement, la malversation, parce que déjà dans un premier temps, on va obliger, comme on a vu, on va exiger la performance pour chaque responsable public, mais aussi nous mettons en place, comme le collaborateur, mon collaborateur ici l'a dit, nous mettons en place des mécanismes pour s'assurer effectivement que la dépense est exécutée comme il faut. Par rapport à votre question de savoir, par exemple, est-ce qu'il y aura de pièces justificatives, mais la dépense va continuer à être exécutée conformément aux textes qui régissent l'exécution de la dépense. Je donne par exemple ici le cas de la nomenclature de pièces justificatives. Le vade-mecum de pièces justificatives, elle ne va pas disparaître parce qu'aujourd'hui, nous avons une nomenclature ou sinon un vade-mecum de pièces justificatives qui vous dit par exemple quelles sont les pièces devant accompagner chaque dépense qui va être initiée. Voyez-vous. Et donc, cette pratique va continuer. Et au-delà, nous aurons ce qu'on appelle le contrôle interne budgétaire, en fait. Ça, c'est l'une de nouveautés qu'apporte le budget programme. Désormais, l'ordonnateur va mettre en place un service de contrôle interne budgétaire. S'assurer à son niveau, effectivement, que chaque dossier de dépense qui doit être initié et engagé au niveau de la chaîne respecte notamment tous les critères de régularité et de la légalité de la dépense, parce qu'en réalité, s'il est un problème dans le cas de l'exécution de la dépense, il en est comptable, parce que comme je vous ai dit, en tant que coordonnateur, il est rédevable devant la Cour de compte. Je reviens sur la question sur la relation entre effectivement les établissements publics et les administrations classiques. Il faut une coordination. Oui, effectivement, dans le cadre du budget programme, en fait, il y a ceci. Nous aurons des programmes budgétaires qui seront portés par les services normatifs, donc les administrations classiques de nos ministères. Et au sein de ces programmes vont intervenir tous les établissements publics. Je donne un exemple. Dans un programme X d'un ministère, vous verrez intervenir les établissements publics dont la mission concourt à la réalisation des objectifs de ce programme-là. Et pour ce faire, il va se passer ce qu'on appelle la signature de contrats d'objectifs et de performance. Ça veut dire que désormais, le responsable du programme budgétaire va signer avec le responsable de l'établissement public qui intervient dans le cadre du programme, un contrat d'objectifs et de performance. Comme quoi, on vous a donné le moyen pour réaliser un certain nombre d'activités, lesquelles participent à la réalisation des objectifs du programme. Vous devez effectivement rendre compte à travers cette contractualisation de ce que vous faites de l'argent. Un instant, on va accueillir les deux derniers auditeurs, André Kassissa et Jean-Arthur depuis Kinshasa. André Kassissa, bonjour. Pour effacer. Il n'est plus là. Monsieur Jean-Arthur, bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi aux invités. On vous écoute. Papa, nous, Congolais, nous sommes fatigués. De quoi? Avec
avec toutes ces promesses, tous ces programmes, tous ces projets. Moi, je me pose la question, c'est le gouvernement qui dort, qui rêve ça la nuit. Après le matin, on passe à la radio pour informer la population. Tolendi, papa, depuis Tobandaki Makam, nous avons qu'un seul citoyen, na Congo, où il y a une carte d'électeur. Ça fait plus de 2 ans à l'époque, il y a ministre, c'est déjà passé. Au ministre à l'état qui est intérieur, à PC carte d'électeur. Aujourd'hui, vous venez encore le budget programme, loi wana ba promulgué depuis un an. Bon, ça quand même, s'il y a quelque chose, vous exécutez directement, peuple paie à moni. Maintenant, quand vous parlez d'ici, vous parlez aujourd'hui, maintenant là, ça va se réaliser quand? Jeudi. Merci beaucoup. Merci. Le budget programme sera lancé en 2028. Monsieur Birindoa. Il faut ici rassurer notre confrère que le budget programme vient évidemment à mettre en lumière tout ce que le peuple était en train de crier, que voilà ce qui a commencé n'est pas arrivé à la fin. Et ici, par rapport à ce qu'il est en train de dire, il faut comprendre que le budget programme, c'est une nouvelle réforme au mode de gestion que nous sommes en train d'aller vers. C'est pour évidemment mettre fin à tout ce qu'il est en train de dire, on est Tolembi, tout ça. Mais ici, il doit comprendre que la réforme, évidemment, elle n'est pas mise en œuvre directement et vous voyez des résultats. C'est petit à petit que nous serons en train de voir les effets que cette réforme est en train de nous amener dans le quotidien des Congolais. Monsieur Ntezolo, pour terminer, qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce qu'on retient, c'est que le budget programme est une innovation majeure de la loi relative aux finances publiques, l'OFIP, de 2011. Et que ces budgets programmes induisent un certain nombre de mutations dans la manière de présenter nos budgets, dans la manière d'exécuter le budget de l'État et même dans la manière de contrôler le budget de l'État. Nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire, le budget programme n'est qu'un mode de gestion budgétaire et que pour effectivement voir tout ce que nous souhaitons en termes de changement dans la manière de gérer nos finances publiques, il faudrait aussi que les personnes appelées à piloter ou sinon à mettre en œuvre cette réforme du budget programme change également. Donc ça veut dire que le changement doit aussi partir de l'homme qui doit, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de servir l'État, changer, privilégier les résultats, parce qu'effectivement, la population de qui provient les ressources données à l'État est jaloux effectivement de la manière dont l'État se sert de ces ressources. Bien, M. Grévis Ntezolo, merci. Nous disons également merci à M. Bienvenu Birindoa, tous experts en développement et suivi des performances et des politiques publiques au ministère du Budget. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Esther Mambote, David Mousangou, Paul Badenyama, Jody Daniel Kachama. Toute l'équipe était mobilisée pour vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Et à très bientôt.